Exclusivité sur Télé50, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique ayant trait à la gratuité de l'enseignement. Oui, les enfants du Congo connaissent pour une deuxième fois la gratuité de l'enseignement, mais quels sont les problèmes qui rencontrent cette réforme sur le plan pratique? Pour cela, nous avons invité pour vous le député national, l'honorable Patrice Lola. Mais avant d'entamer les débats, je vous informe que je suis accompagné avec ma consoeur de tout le jour. Elle s'appelle Boutela Arlette Boutela. Bonsoir. Bonsoir Crispin Chibassou et bonsoir également à notre invité. Nous espérons que toutes les questions liées à la réforme de l'enseignement, surtout la gratuité, seront évoquées sur ce plateau. Oui, votre présence à mes côtés, c'est parce que vous avez une réputation de quelqu'un qui maîtrise bien la donne de l'éducation. C'est pourquoi nous allons partager ce plateau. Alors, merci. Honorable Patrice Chilola, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. L'année scolaire a débuté en RDC. L'année passée, nous avons vécu la gratuité. Cette année, on continue avec la gratuité, mais il y a des problèmes qui se posent. On ne va pas avoir la langue du bois. Les enfants n'étudient pas. Député national, parents, ça vous fait mal? Oui, ça doit nécessairement nous faire mal. Et je tiens aussi à rappeler, parce que vous venez de dire l'année passée que nous avons commencé la gratuité, aujourd'hui c'est la deuxième année. Non, la gratuité remonte depuis l'an 2010. Et parce qu'ici, il faudrait parler de l'année passée, c'est la gratuité généralisée. Parce que depuis 2010, à ce moment, c'est avec le président honoraire Joseph Kabila, sous leadership du Premier ministre Matata Mponyo, avec le ministre Maker. On avait commencé avec les 2 premières classes dans toutes les provinces de la RDC à ce moment, l'ancienne configuration 11 provinces, excepté la province de Katanga et la province de Kinshasa. C'est-à-dire ça concernait les 9. Et nous, comme nous sommes des provinces, c'est à nous de vous donner les réalités, comment on avait inauguré la réalité. Donc, la gratuité, c'était dans les premières classes, c'est-à-dire la classe des premières et deuxième. Après une année, l'année de 2011, c'était 3e et 4e. 2012, c'était la classe des 5e. Et on s'était arrêté là parce que on s'y posait pour couvrir toutes les classes, il manquait les moyens à l'État congolais. C'est ainsi qu'on devait se limiter en 5e et laisser la ville province de Kinshasa ainsi que les grands Katanga d'évoluer comme ça, parce que c'est supposé que la province de Katanga, les gens ou les parents ont un peu de moyens, et Kinshasa aussi, comme capitale, les parents peuvent se débrouiller par rapport à nous autres qui sommes du Grand Équateur ou bien oriental. C'est ça. Donc, c'est depuis l'année 2010, et même à cette période-là, il se posait encore des problèmes. Il se posait encore des problèmes, c'est pourquoi la politique de gestion faisait qu'on ne puisse pas prendre en compte toutes les classes. On allait progressivement. Mais aujourd'hui, la question se pose tout simplement parce qu'il y a l'absence d'une politique clairement définie et concertée pour gérer la gratuité. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, c'est une politique de gestion. Nous avons politique de gestion d'un côté, de l'autre, politique de financement. Parce que la gratuité en elle-même, c'est une grande réforme. Et c'est un processus qui s'y pose les étapes. C'est ainsi que, quand j'ai rappelé ici, on ne pouvait pas aller d'un coup de la première, soit en 5e ou en 6e. On devait aller progressivement. C'est pour permettre à l'État de voir si les moyens sont disponibles de pouvoir augmenter d'autres provinces ainsi que des classes supérieures. Mais à un moment donné, quand on a levé l'option de respecter la Constitution, c'est ainsi qu'on a généralisé. Mais nous devons aussi noter
Et cette gratuité vient de notre propre volonté ou bien des exigences de la communauté internationale. De la communauté internationale. C'est ça aussi. Ici, nous tenons à souligner parce que si il faut interroger l'histoire de l'éducation, parce que l'éducation n'est pas seulement avec les Blancs. Ici, quand dans nos familles, dans nos sociétés, avant l'arrivée de l'homme blanc, il y avait l'éducation. Et comment se transmettait cette éducation? L'éducation existait, mais ce n'était pas sous l'aspect de la gratuité. C'est ainsi que chez nous, jusqu'alors, même un parent, quand il y a les initiatives, là c'est dans l'éducation traditionnelle, aux enfants ou aux jeunes filles, il y a toujours quelque chose qu'on donne. Qu'on donne à celui qui éduque. C'est pour dire que l'éducation était à l'origine chez nous payant. Mais à un moment donné, quand nous prenons l'éducation actuelle, c'est-à-dire l'éducation moderne, ce que l'homme blanc nous a amené, initialement, c'est après l'accession du pays à l'indépendance, les Blancs ont laissé l'éducation sous mode de la gratuité. Mais avec le président Feu Maréchal Mobutu, il a compris. Quand vous prenez la démographie de notre pays, parce que la gratuité ici signifie tout simplement la suppression des charges que l'État prenait des parents, et à ce moment, l'État supprime ces charges et laisse l'éducation continuer. Mais lorsqu'on a vu le nombre d'enfants qui naissent et qui partent à l'école, il se posait un problème déjà autour des années 66 à 68. C'est pourquoi Mobutu avait anticipé de supprimer la gratuité. Une décision que beaucoup d'entre nous avaient très mal perçue, disant qu'il était de mauvaise volonté. Mais maintenant, quand vous prenez cette gratuité, sans pour autant prendre en compte une politique de gestion et une politique de financement, c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que politique de gestion, politique de financement. De financement. Pourquoi? Parce que politique de gestion, tout simplement, si nous prenons les cas actuels, avant 2010, où la gratuité généralisée, avant l'année passée, les écoles, plusieurs écoles revenaient aux missionnaires catholiques, à l'église catholique, protestante, et ainsi de suite. Mais ce sont les écoles publiques. Ce ne sont pas des écoles privées. Mais aujourd'hui, lorsque vous voulez que ces écoles soient gratuites, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous allez garder les mêmes systèmes, c'est-à-dire la même politique de gestion? Aujourd'hui, si on doit justement relever ce modèle de gestion, il se pose un réel problème. C'est vrai certainement que le gouvernement est en train de minimiser, parlant d'une grève seulement ici dans les villes de Kinshasa. Mais prenons justement la capitale où vous supposez qu'il pourrait y avoir un peu plus de moyens. Comment résoudre cette crise du moment où on se rend compte qu'après une année de gratuité généralisée, il se pose réellement un problème? Et ce qui est même à la base aujourd'hui de voir qu'il y a quelques écoles qui ne veulent pas reprendre avec les cours de manière gratuite. Comment arriver non seulement à donner cours, mais en même temps à résoudre cette question? La question de résoudre la solution, parce que le pouvoir organisateur, c'est l'État. Mais moi ici, j'interviens comme un scientifique. Un scientifique, je soulève une question qui doit interpeller non seulement le pouvoir organisateur, mais les partenaires pour que nous puissions avoir une réponse adéquate. Parce que quand je parle de la politique de gestion, c'est-à-dire lorsqu'on a décrété la gratuité, c'est-à-dire lorsqu'on a accepté de nous conformer à notre constitution et à la volonté de la Charte des Nations Unies,
il y a des conséquences. Et de ces conséquences-là, nous devons en tirer des leçons. C'est-à-dire, comme je venais de dire ici, la plupart d'écoles que nous qualifions des grandes écoles sont gérées par les églises. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa et les parents connaissent bien là où ils sont, dans la commune de Limete, ou bien de Selé, ou bien dans la commune de Kitambo, qu'il y a aussi les écoles des missionnaires catholiques protestants qui sont là. Mais les parents préfèrent envoyer son enfant à Chaumba ou à Boboto. Pourquoi envoie-t-il les enfants là-bas? La qualité de l'enseignement est supérieure. Voilà, c'est ainsi que je disais, au niveau de la politique de gestion, on devait se poser la question, est-ce que l'ensemble de toutes ces écoles publiques seraient-ils les écoles publiques ou alors on devait engager encore une réforme? Donc notre interrogation consiste à faire que le processus de la gratuité doit être accompagné par plusieurs réformes. Quand je parle des systèmes de la politique, excusez, de la politique de financement, parce que la question de Boboto et ainsi de suite, c'est le financement. De la politique de financement. Lorsqu'on a décrété, est-ce que nous avons ici chez nous au Congo une politique de financement à la gratuité de l'école? Alors, où on vous dira, voilà ce que l'État congolais fait pour que, à la fin, ces fonds soient collectés pour soutenir l'éducation. Il n'y en a pas. Donc c'est mal parti pour la RDC en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Je ne dirais pas que c'est très mal parti. Je dirais, parce que aujourd'hui, la question, quand vous suivez d'autres médias, même ici, on se rejette des responsabilités. Pour être clair, IDPS vous dira, c'est FCC qui a mis des bâtons sur les roues pour que la gratuité ne marche pas. FCC, de sa part, dira, ou par exemple, le ministre dira, on n'a pas mis les moyens à ma disposition. Mais la question, ce n'est pas de se rejeter la responsabilité, c'est définir comment on doit fonctionner et que dans cette définition, parce que quand on va décréter la gratuité, parce que dans les systèmes éducatifs, l'éducation pour tous, nous sommes des partenaires et nous devons avoir des considérations entre nous. Si je veux illustrer un exemple récent et concret maintenant, il y a des négociations à Bibois. C'est entre les gouvernements et les syndicats. Mais la gratuité là, même si nous prenons l'école primaire et qu'on pourra trouver les moyens pour les couvrir, pourquoi oublier les parents? Pourquoi oublier d'autres acteurs éducatifs? Parce que les cahiers, les uniformes et tout seront payés par les parents. Mais quand vous négociez, les parents ne sont pas là. Nous attendons, c'est les conclusions qu'on va amener pour dire voilà ce qui va se passer. Est-ce que les parents ont été associés dans ça? Les partenaires qui accompagnent notre système éducatif, ils sont là. Les penseurs de l'éducation, ils sont présents. C'est pourquoi aussi, une deuxième difficulté, c'est manque de l'inclusivité dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, partout, on parle de l'éducation inclusive. Aujourd'hui, si on doit faire la lecture, oui, on se rend compte que le nœud du problème, c'est le problème de financement. C'est le plus grand problème, le problème de financement. Alors que, vous l'avez souligné ici sur ce plateau, la majeure partie des écoles qui offrent un enseignement de qualité, il ne faut pas se le nier, c'est les écoles qui sont à la charge des églises. Et ces églises ont pris une option, une certaine façon de faire fonctionner les choses. Vous n'allez pas, du coup, suspendre cela pour parler de cette gratuité. C'est à ce niveau-là que se pose un problème. Parce que l'État veut imposer une façon de faire qui ne correspond pas à la qualité de ce qu'offrent leurs partenaires. Alors, déjà, pour compléter,
Arlette Boutella, déjà, il y a ceux de ces parents qui ont carrément décidé de faire quitter leurs enfants dans les écoles catholiques et protestantes, les écoles pilotes, parce qu'ils n'enseignent pas, les enfants n'étudient pas pour les amener dans les écoles privées. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que doit-on aujourd'hui, on réfléchit à haute voix, doit-on aujourd'hui penser à une gratuité de l'enseignement des nantis et la gratuité de l'enseignement des pauvres? C'est-à-dire commencer la gratuité de l'enseignement avec les écoles qui sont dans la périphérie et laisser les écoles pilotes avec la contribution de parents. Non, là, ça revient à ce que j'ai dit, à ce que moi je qualifie de la politique de gestion. Ce que vous êtes en train de parler là, c'est la cadre avec la politique de gestion. Parce que quand je venais de terminer ma dernière prise de parole, j'ai parlé de manque d'inclusivité. Parce que dans la prise de décision dans le domaine de l'éducation, il faudrait que ça soit inclusif. C'est-à-dire que tout le monde soit là. Est-ce qu'avant de décréter, si nous prenons des périodes initiales, 2010 et 2019, est-ce que tout le monde était associé dans les débats? Les catholiques qui détiennent le bon nombre d'écoles chez nous, que nous qualifions d'écoles d'élite, ils étaient aussi sur la table, autour d'une même table, pour dire que voilà, nous acceptons ces systèmes de fonctionnement. C'est ça la question. Mais moi, je crois qu'ils n'étaient pas associés. La décision a été unilatérale et c'est ça les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Parce que vous allez constater, si nous prenons les écoles catholiques et protestantes, l'éducation aujourd'hui, c'est le fruit des sacrifices des parents. Si nous donnons moins, nous allons aussi récolter moins. Parce que vous venez de parler de la gratuité des enfants des nantis et de la gratuité des enfants des pauvres. La gratuité n'est pas pour des pauvres ou pour les nantis. Le problème, c'est quoi? La gratuité, c'est comme je l'ai toujours dit, ça ne provient pas de nous. C'est les Blancs pour permettre, c'est-à-dire pour lutter contre l'ignorance. Parce qu'en naissant, on n'apporte aucune connaissance en nous. Nous avons des capacités fondamentales qui ne peuvent être développées que par l'éducation. C'est ainsi qu'on a constaté avec les pays du tiers-monde, comme il y a eu beaucoup de frais que l'État demandait pour scolariser, alors la Charte des Nations Unies a demandé aux pays de supprimer ça pour donner accès à toute personne en vue de lui permettre de développer ses fondamentaux. Mais quand ça ne marche pas, oui, les faits sont là, ça ne marche pas. Doit-on continuer à respecter, parce que c'est la Constitution, le faire malgré, et d'ailleurs, il y a respecter la Charte des Nations Unies, il y a les parents qui ont alors que ça ne marche pas. Il y a des parents qui ont décidé de continuer avec la contribution, oui, pourvu que leurs enfants il y a des arrangements étudient, privés maintenant. les arrangements privés voilà, entre parents. C'est ça la réponse. Donc aujourd'hui, les choses se font de manière cachée, mais c'est déjà connu. Ces écoles fonctionnent comme si elles étaient sous la gratuité, alors que les parents ont décidé de commencer à faire quelque chose. Tout simplement parce que, c'est comme nous avons dit, les parents n'ont pas été conviés lors de la prise de décision du gouvernement. Et parce que moi, je continue à dire, il y a l'absence d'une politique de gestion. La politique de gestion, parce que, comme je disais, la plus grande réforme, c'est la gratuité, mais la gratuité devait être suivie d'autres réformes. Par exemple, on pouvait prendre les décisions. C'est une réforme, on dit. Maintenant, toute école publique est gratuite. Alors, Boboto, avec 42 salles de classe, ainsi de suite, et que l'enseignant touche au moins $500 par mois.
nous, l'État, nous allons payer. Je crois aujourd'hui, on paye $300. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On devait discuter. L'Église de l'autre côté, l'État d'un côté, on voit comment aborder cette question et arriver à une réponse satisfaisante. Parce que cette personne, donc le corps, donc le personnel enseignant qui est là, qui est habitué depuis plus de 5-10 ans à toucher $600, et aujourd'hui vous lui présentez $200 avec les taux, parce que moi je suis aussi fonctionnaire de l'État, avec les taux budgétaires. Alors maintenant, il y a non seulement le manque de motivation, mais il y a aussi l'abandon des professions enseignants. Ces enseignants, ils vont se comporter autrement que les fois passées. Alors, la RDC avait cette promesse de la Banque mondiale qui avait promis 800 millions de dollars américains pour soutenir la gratuité de l'enseignement en RDC. Vous êtes député national, vous devez être informé de cela. Qu'en est-il réellement jusqu'à ce jour? À notre niveau, on avait déjà ratifié les projets des prêts, c'était déjà ratifié, et qu'il a été dit qu'ils vont commencer à payer. La ratification était sous Covid, mais initialement la banque devait payer depuis l'avril de l'année en cours, et ils avaient reporté pour qu'elle intervienne au mois d'octobre. Ça n'a pas été fait parce qu'au mois d'octobre, la banque a demandé au gouvernement. D'après les dernières informations à notre possession, la banque a demandé au gouvernement de pouvoir payer le premier trimestre, et par après, elle va intervenir. Mais là, ce n'est pas le problème. Le grand problème, c'est notre politique de financement de la gratuité. Parce que quand nous mettons l'accent sur ce que la banque donne, et qu'en même temps nous disons la jeunesse d'aujourd'hui c'est notre avenir de demain, signifie que nous prenons notre avenir, nous laissons ça à la portée des Occidentaux. Mais là il y a aussi un problème parce que les projets élaborés que les ministères ou les gouvernements élaborent et présentent à la Banque mondiale, bien souvent, si vous lisez ces projets, le projet n'est pas exécuté dans l'intégralité. La banque utilise les aspects ne pouvant pas nous permettre de nous développer. La banque s'attelle sur les accessoires. Par exemple, comme aujourd'hui. Donc la gratuité, parce que je parle des réformes secondaires. Vous allez prendre, on peut prendre, parce que la gratuité là, il faut que les enfants aillent à l'école. Et parce que tout enfant doit aller là-bas, il y a problème d'infrastructure. Et problème d'infrastructure, ici chez vous, vous avez des écoles. Nous, on n'a pas d'école. On n'a pas d'école. Et parce que nous décrétons la gratuité, la première des questions, c'est de répondre comment est-ce que, parce que dans la gratuité, il n'y a pas seulement la qualité de l'enseignement, il y a l'accès. Pour recevoir la qualité, il faut que l'enfant accède à l'école. Il accède où? Sous les arbres? Sur les eaux? Ou comment? C'est ça. Est-ce que cette question a été réellement étudiée? Puisque vous l'avez évoqué ici, la gratuité qui a démarré en 2010. Donc ça voudrait dire que pour arriver à généraliser cette gratuité, il faudrait étudier, faire un constat de ce qui a été déjà fait, où sont les failles, comment rectifier pour aujourd'hui avoir une gratuité. Parce qu'on ne peut pas comprendre de 2010, arriver en 2019, ce programme continue à boiter. Voilà pourquoi nous avons initié ces débats, parce que c'est ce qui doit se faire. Même aujourd'hui, si vous prenez Excellence Bakonga, parce qu'il est du PPRD, FCC, vous le mettez à côté, et que vous le remplacez par un ministre de cash, si les gens pensent que la situation va changer, moi je dis, ils se trompent. Parce que ce n'est pas un problème d'homme. Ce ministre-là ne viendra pas payer
les enseignants de Boboto, les enseignants de Sainte-Anne, et ainsi de suite, comme ils étaient payés à l'époque des contributions des parents. Et la question ne se limite pas seulement à ce niveau-là, mais la question, c'est comme nous le disons, maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent réfléchir pour donner des solutions idoines. Parce que ce sont des problèmes sérieux qui nécessitent des réponses immédiates. Et si c'est... on doit réfléchir, honorable député, oui. On doit réfléchir. On est Congolais, nous connaissons nos réalités. La gratuité de l'enseignement coûte à la République par an 2,64 milliards de dollars américains. Cet argent, la RDC a fait les yeux doux à la communauté internationale, n'est pas venue, vous venez de le démontrer. Malgré la loi votée à l'Assemblée nationale, vous avez ratifié, l'argent n'arrive pas. D'autant plus que nous n'avons pas d'argent. Pourquoi continuer sur cette voie, sur cette lancée, donc nous voulons sacrifier les enfants? Bon, nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Cela signifie qu'il y a les institutions, et la première institution, c'est le président. Comme le président de la République, il y a plus de lever l'option de pouvoir libérer totalement la gratuité. Ce qu'il faut maintenant, c'est les politiques pour rendre plus concrète. Mais comme il nous manque aujourd'hui ces politiques, alors les problèmes seront toujours inhérents et on ne saura pas même comment on pourra s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est... Qui doit présenter cette politique de gestion ou cette politique d'abord l'initiateur, politique managériale de la gratuité? C'est le pouvoir organisateur d'abord. Les politiques doivent provenir, donc celui qui l'exerce, c'est le pouvoir organisateur. Nous, les acteurs éducatifs, nous venons avec des propositions, nous venons avec des discussions, avec des débats. Mais maintenant, il revient au gouvernement de nous définir clairement et de manière concertée. Il faudrait que tout le monde soit là, que les parents acceptent que voilà ce que nous devons faire. Voilà comment sera le système de gestion de nos écoles. La Covid est passée par là. Est-ce qu'on peut pas se dire, nous connaissons des problèmes sur le plan financier, sur le plan économique, avec la pandémie de Covid, eh bien, il faudra réfléchir autrement en ce qui concerne la réforme de la gratuité. Non, moi je venais de dire ici, il faudrait qu'on soit précis. On soit précis et qu'on puisse éclairer la situation qui aujourd'hui est devenue très très obscure. C'est-à-dire la Covid, bon, je ne sais pas si c'est passé, mais moi, on me dit qu'elle est encore là. Mais même s'il n'y avait pas Covid, le gouvernement congolais ne pouvait pas trouver des moyens actuellement pour couvrir les charges de la gratuité. Ça, c'est les premiers points. Et aujourd'hui, la question essentielle, vous voyez, quand vous jetez un regard du côté du gouvernement, il y a des accusations, soit inutiles ou des fausses accusations. Justement, parce que ça devient plus une question politique, oui, au lieu que ce soit une réflexion scientifique. Parce que oui, là, on est au niveau de la science, on est au niveau de la gestion. Il faudrait juste avoir des questions, des réponses à donner oui, aux parents d'élèves, aux professeurs, au lieu d'emmener ça sur un terrain politique. Et puisqu'on emmène ça sur un terrain politique, c'est qui fait qu'on se retrouve au niveau du cash. On veut absolument pérenniser la gratuité de l'enseignement. On se dit de l'autre côté, si ça ne marche pas, c'est les autres. Et au finish, on oublie le vrai problème. Nous, on est chercheurs dans les domaines de l'éducation. Quand vous intégrez ces gens, vous allez entendre les syndicalistes. Ils soutiennent pour eux que les ministères ou les ministres, avec son équipe, ils ont gonflé les effectifs des enseignants, ils ont gonflé le nombre d'écoles, ainsi de suite. Ça, c'est les syndicats. Et à côté de cela... Le nombre de nouvelles unités... Bon, c'est leur déclaration. Mais en réalité, lorsque vous décrétez une grande réforme telle que la gratuité, nous,
qui habitons des agglomérations, vous allez constater. Moi aussi, même ici, j'ai vu ministre Bakonga au cas Kokolo. C'est pourquoi on a essayé un peu de construire un peu rapidement Kokolo, parce que c'est à Kinshasa, mais chez nous, jusqu'alors, les enfants étudient. Moi, à Bokungu, Bouende, Lissala, c'est comme ça. Donc là, les enfants, ils n'ont pas de bancs. Ils n'ont pas de bancs, il n'y a pas de bancs, il n'y a même pas de tableaux. Il n'y a même pas de tableaux. Comme il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tableaux, il n'y a même pas de salle de classe. Vous voyez, c'est pourquoi je me disais, quand nous parlons, j'ai parlé d'abord de 3 aspects très importants. J'ai parlé de manque d'inclusivité dans la prise de décision. Et de l'autre côté, j'ai soulevé la question des manques d'une politique de gestion. Parce que, comme il m'a posé la question, la décision qui devait faire. Parce que la politique est définie par les gouvernements. Mais même si le gouvernement définit la politique, il y a aussi des problèmes de moyens. Parce que nous disons, nous avons reçu cette année 4 millions d'élèves. Et si au primaire, 4 millions, minimum 50 élèves par salle de classe. Cela signifie que vous devez construire des salles de classe. Donc, ou pas seulement construire, mais vous devez aussi construire des nouvelles écoles. C'est ainsi que nous avons, nous entendons des autres qu'on a créé des écoles fictives pour gonfler les effectifs d'enseignants pour que les enseignants ne soient pas bien payés. Est-ce que quand on prend un arrêté pour créer une école, parce que chez nous, on n'a pas de belles écoles comme chez vous ici. Les salles sont très exiguës. Ça ne peut pas contenir plus de 40 élèves. Et que lorsque vous avez 100 élèves dans la salle de première année, 80 dans la salle de deuxième, ainsi de suite, cela nécessite la création d'une nouvelle école. Et que quand le ministre crée l'école dans ces conditions, cette école est pour vous, ceux qui habitent Kinshasa, vous dites que c'est une école fictive. Et les enseignants, parce que l'école, on a créé une école, cela nécessite qu'il y ait un enseignant affecté pour enseigner ses élèves. Alors, ces enseignants aussi sont appelés fictifs parce que le ministre a créé, ils sont nommés tout simplement pour gonfler les effectifs. C'est pourquoi je disais que les gens, ils ne prennent pas compte des réalités des lieux qui ne sont pas Kinshasa ou Lubumbashi ou Goma. Donc, nous avons un ensemble de problèmes très très complexes qui nécessitent qu'on se parle, que le gouvernement lève l'option, que les gens se parlent et qu'on puisse lever les options plus claires. Parce que dans ce système, il y a le gouverneur, le premier ministre, avec le conseil des ministres, il y a aussi les ministères. Parce que lui aussi, le ministre, avec ses arrêtés, il peut aussi prendre des réformes pouvant encourager à ce que le système soit plus clair. Mais ici, on ne doit pas se voiler la face avec les grandes écoles. Carrément, il faut laisser ces écoles à la portée des églises. C'est-à-dire? C'est-à-dire, clairement nous disons, d'ailleurs ça va aider à l'État de prendre cet argent et reverser soit aux nouvelles écoles ou aux nouvelles unités. Quand vous prenez, vous pensez que ici, moi comme enseignant et chercheur, il y a les enfants qui quittent Kingasani pour Boboto, pour Bossem, Boboto, Alimete là, c'est Raphaël. Ou Maloula. En venant, combien d'écoles ces enfants traversent? Ces écoles sont connues et par les enfants et par leurs parents. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils envoient les enfants là-bas. Et que quand eux-mêmes, ils savent que là, on paye $600 l'an, pourquoi leur demander de ne rien payer pour que leurs enfants bénéficient d'un enseignement qui ne va pas leur permettre de faire face avec les autres? Parce que la gratuité ici, comme nous n'avons pas un soutien, c'est-à-dire économiquement, comme j'ai parlé des réformes, nous avons des réformes pédagogiques. Il y a des réformes économiques. Par exemple, je peux dire, pour ceux qui fabriquent du pain ici,
le gouvernement peut dire, comme le pain se consomme à Kinshasa, et dans chaque morceau de pain, nous avons 50 francs. Et là, il faut un gouvernement sérieux, où dans toutes les sociétés, il y a les agents qui savent qu'on a produit autant de baguettes, et après un mois, on aura autant. Et cet argent est reversé là-bas. Nous prenons les sociétés brassicoles. On dit, dans chaque bouteille, parce que ce sont les parents qui consomment, et ces parents, ce sont eux qui envoient les enfants à l'école, nous avons 100 francs par bouteille. C'est ça, voilà les réformes économiques. Mais quand on n'envisage rien, et nous disons, les ministres deviennent les magiciens pour donner des solutions, c'est ça les problèmes qui restent pendant. Si le plan pédagogique, aujourd'hui, en dehors de l'initiative des églises et de vos écoles de la ville ici, le programme est inadapté. Parce que l'école, l'éducation, quand vous lisez l'école primaire et secondaire, c'est pour permettre l'intégration de l'enfant dans la société. Mais chez nous, l'enfant ne connaît même pas ce qu'est un ordinateur. Nous avons des endroits chez nous où les grandes sociétés ont fermé il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, ceux qui sont nés après les guerres, ils n'ont pas vu un véhicule. Et quand vous prenez l'éducation actuellement, c'est axé sur les nouvelles technologies. Mais quand il n'y a pas des ordinateurs, même ici, quand vous prenez les personnels enseignants, notre gouvernement ne prévoit pas l'ordinateur à l'école. Parce qu'il faut qu'il y ait un opérateur de saisie. Comment les enfants sont enregistrés à l'ouverture de l'année scolaire? C'est à la main. Parce que chez nous, les nouvelles technologies n'existaient pas. Mais quand vous basculez du côté des privés, vous allez trouver que tout c'est informatisé. Mais normalement, quand nous parlons de réformes, il faut avoir le courage. Le programme est très très révolu. Et quand il faut parler même du contenu, le contenu vraiment c'est impossible. Parce alors, il faut penser sur les états généraux, sur l'éducation. Penser aux états généraux, c'est une des solutions, mais nous insistons sur des réformes nécessaires. Une réforme nécessaire, c'est quoi? C'est une réforme qui va apporter des solutions. Par exemple, comme je viens de dire ici, nous avons un problème de financement de la gratuité. Devons-nous rester à attendre la Banque mondiale et les autres là? Est-ce que les pays où la Banque mondiale a intervenu depuis, ces pays sont aujourd'hui très avancés par rapport à nous? Moi, je dis non. Mais je crois la bonne façon de travailler, c'est de nous prendre nous-mêmes en charge. Nous sommes une grande nation avec plus de 80 millions d'habitants et des personnes adultes, c'est plus de 50 millions. Il y a des manières, si nous réfléchissons, et comment on peut imposer, avant de parler avant de parler de l'économie, parce qu'il faut diversifier l'économie. Lorsque l'économie est diversifiée, nous avons la facilité d'augmenter l'assiette fiscale et à partir de là, on va reverser l'argent. Tout cela demande le pragmatisme, alors que nous savons que nous fonctionnons d'une manière européanisée où nous avons plus de discours, nous avons plus les états généraux. On n'est pas comme les anglophones, comme les Américains, on n'est pas pragmatique. Mais c'est ça, c'est pourquoi nous disons que nous soyons nationalistes et que nous puissions compter d'abord sur nos propres efforts. Si nos efforts nous limitent à ne pas décréter la gratuité, même on peut décréter la gratuité des premiers en sixième, mais nous allégeons les charges. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouverneur ici de la ville de Kinshasa, je le félicite, parce que dans son arrêté, il a repris les frais de TENAFEP. Et l'année écoulée, moi j'ai discuté avec les autorités, les premières, donc les autorités premières ici de l'EPST pour leur dire l'État congolais n'aura pas l'argent pour couvrir les TENAFEP. J'ai dit ça, j'ai démontré. Et jusqu'alors chez nous, les gens ne sont pas payés, il n'y a pas d'argent. Et que quand j'ai suivi la publication de l'arrêté de Kinshasa, j'ai félicité le gouverneur. Parce qu'il a repris l'argent pour TENAFEP. Il faut être courageux. Si on est incapable de réaliser quelque chose, réalisons ce que nous pouvons.
que de laisser la chose pourrie. Merci beaucoup, honorable patriarche Lola, d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec vous. Merci, c'est à moi de remercier à la télévision, à Télé 50 et à Madame Arlette que j'ai toujours vue à 50-30 km. Aujourd'hui, nous avons eu à échanger. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Arlette Boutella d'avoir partagé ce plateau avec moi aujourd'hui. Et Arlette Boutella qui elle est dans tous les domaines. Vous allez la retrouver dans les sports, politiques. Et voilà, sur Télé 50, on est polyvalent. Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Les programmes continuent. Au revoir.